Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, fidèles de Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de commentaires, d'analyses et de débats sur les faits qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos chroniqueurs que vous voyez ici. Nous allons donc évoquer des sujets importants au plan national. D'abord, nous commençons par cette attaque de Dablo où un prêtre a perdu donc la vie. Nous allons parler de ce sujet, parler de sécurité au Burkina Faso. Et puis, second sujet, ce sera plus politique avec la sortie, le discours de situation sur la situation nationale du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et puis, dernier sujet, c'est la polémique autour de la forêt classée de Koua à Bobo de la Sour. Nous allons évoquer ce sujet. Et puis, dernier sujet à l'international, c'est l'Algérie. Quelle sortie de crise par rapport à la transition qui est en marche? Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec mes invités qui sont là à ma droite. D'abord, pour commencer, Parfait Silga. Parfait, donc journaliste, il est analyste politique. Merci, Parfait, d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Eugène André Ilboudo, il est homme de médias, il est directeur de la radio des écoles. Merci, André Eugène Ilboudo, d'être sur ce plateau. Et puis juste à sa droite, Mamadou Ali Kompaoré, il est journaliste à la RTB Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur du journal. Merci d'être sur ce plateau. Et puis enfin, docteur Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, il est président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et porte-parole du FORAC, premier porte-parole donc du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Ensemble, on va donc décrypter, analyser ce sujet-là que je viens d'annoncer. On commence par le premier sujet, qui est un sujet pas du tout gai, c'est l'attaque de l'église de Dablo. Dablo, c'est dans le centre-nord, dans le Saramantenga, le centre-nord. Alors, on a vu, le prêtre a été donc tué pendant l'office, donc c'est à l'intérieur du lieu du culte. C'est une autre mode opératoire qui se fait voir désormais, l'attaque des lieux de culte, par exemple, et aussi des symboles religieux. Alors, André Eugène Ilboudo, qu'est-ce qu'on peut déjà dire par rapport aux conséquences d'un tel type de mode opératoire? Bon, on s'incline bien sûr devant la mémoire des disparus. Bon, mais ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, cette attaque concernant les religions n'est pas la première. Ils ont commencé par les imams. La semaine ou 2 semaines avant, ils ont tué un pasteur et ses fidèles. Maintenant, ils ont tué un prêtre. Mais je crois que ce qu'il faut dire, c'est que je pense qu'ils ne peuvent pas réussir, les terroristes. Parce que, en tout cas, en ce qui concerne l'Église catholique, le credo, c'est de dire, vous pouvez faire tout le mal que vous voulez, vous ne pourrez jamais nous empêcher de vous aimer. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur antidote à la haine que l'amour. Et là-dessus, je crois que les chrétiens vont vaincre. Et si les gens connaissent l'histoire des religions, en tout cas en ce qui concerne la religion catholique s'est toujours fermentée sur le sang de ses martyrs. Et plus vous les tuez, plus vous fassiez en sorte qu'ils croissent. Donc, je crois que les terroristes ont échoué de ce côté-là. Et je crois que vous ne pouvez pas vous en prendre à un peuple qui ne vous a rien fait. Les gens que vous tuez ne sont pas vos ennemis. Et je ne les appelle pas, ce n'est pas lié à une religion. Je crois que ceux qui font ça, ce n'est pas pour une religion qu'ils font ça, c'est pour semer la terreur. Et la terreur n'a pas de religion. André Géniboudo, c'est vrai ça, c'est un peu la théorie du martyr que tout le monde ne va pas tout de suite comprendre et accepter. Oui. Mais est-ce que quand on regarde tel que c'est fait, il y a des répercussions sur la société parce que forcément ça va avoir un impact sur les liens sociaux, le vivre ensemble? Non, moi je ne pense pas que c'est ça qui va avoir un impact. Vous savez, quand on tue quelqu'un, même si un terroriste tue quelqu'un, quand vous prenez cette route-là, vous avez une appréhension. Je ne crois pas que le fait que les terroristes s'en prennent à des gens à leur lieu de culte va faire en sorte que les gens vont s'en prendre. Vous savez, nous sommes dans le mois de Ramadan. Moi, je suis catholique, je suis chrétien. Ce n'est pas parce qu'on a tué un catholique que je ne vais pas aller chez mes amis les musulmans. Au contraire. Je vais aller chez eux et puis je suis chrétien, mais le soir, je vais aller casser la bouche, comme on dit, avec eux. Je crois que si nous nous laissons, ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur et faire en sorte que nous puissions dire c'est fini, je ne veux plus fréquenter les musulmans. Écoutez, nos meilleurs amis, nos frères restent les musulmans, puisque, encore une fois, j'ai dit, ils ne font pas ça au nom d'une religion. Donc moi, je ne vais pas faire l'amalgame en ce qui me concerne. D'accord. Alors,
parfait, Sylvia, c'est bien beau de le dire. Hein. On ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela, ça ne peut pas. Mais on a vu par exemple à Yirgou, suite à une attaque des populations, des ethnies se sont affrontés, disons, ou alors on a massacré une ethnie. On a vu aussi à Arbinda, on a vu un peu partout, ailleurs même qu'au Burkina, ces genres de situations peuvent dégénérer en des crises, en des conflits religieux, en des conflits ethniques. Oui, c'est possible dans le cas de la religion. Si ceux qui ont perpétré ces attaques-là le faisaient au nom d'une religion, c'est-à-dire en faisant une revendication comme telle, en disant oui, c'est parce que vous faites la promotion de la culture occidentale que nous sommes arrivés à ces attaques-là. Mais non, dans ce cas, ce sont moi je dirais tout simplement, ça n'a rien à voir avec une religion comme l'a dit André-Eugène Ilbodo. Ce sont des terroristes. Pour moi, ils veulent faire peur aux Burkinabés. Et faire peur aux Burkinabés, la seconde étape là, bien sûr quand vous faites peur aux gens, vous allez abandonner vos activités économiques. Et il y a un certain nombre de conséquences qui sont recherchées. Pour moi, nous avons affaire à une horde de bandits qui veulent faire main basse sur des richesses, sur un territoire. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et j'ai dit, malheureusement, heureusement, ils ne vont pas arriver à leur fin. Parce que je pense que la question ethnique, comme vous venez de l'évoquer, je pense qu'il n'y a pas, ce n'est pas la même chose que la question religieuse au Burkina Faso. Au Burkina Faso, Dieu merci, nous avons encore des Burkinabés qui, même s'ils ne pratiquent pas la même religion, ils sont ensemble. Mais ailleurs aussi, c'était pareil. On a toujours vanté le vivre ensemble, on a toujours vanté la parfaite coexistence pacifique, mais quand il y a une situation de choc qui arrive, tout ça vole en éclat tous ces liens-là souvent. Moi j'ai entendu des gens dire oui, ils veulent s'attaquer à notre vivre ensemble. Moi je ne crois pas qu'ils s'attaquent à notre vivre ensemble. Non, ils veulent faire peur aux Burkinabés, mais ce n'est pas ça qui est recherché. Ils veulent faire peur aux Burkinabés parce qu'ils ont un objectif, c'est d'arriver à annexer, si vous voulez ce terme-là, un territoire et à faire main basse sur des richesses. Vous voyez ce qui s'est passé à l'Est, jusqu'à ce que, on puisse les déloger. On sait aujourd'hui qu'ils exploitaient des mines artisanales dans l'Est. Et c'est sûr que dans d'autres contrées, il y a des pratiques de ce genre. Donc, moi, je vois les choses comme ça. Ce n'est pas notre vivre ensemble. Mais là, sur ce plan, ils vont échouer. Moi, j'ai dit, ils veulent faire peur aux Burkinabés en disant, si tu te retrouves dans une mosquée ou dans une église, écoute, fais attention, ta vie est menacée. Si tu te trouves dans une activité économique, fais attention, ta vie est menacée. Si tu te trouves sur un commerce, ta vie est menacée. C'est ça, ce message qu'ils veulent faire passer au Burkinabé. Évariste Konsebo. Je ne partage pas du tout la même lecture. Vous savez très bien que c'est vrai, je ne veux pas aller... je sais pas, c'est des postures totalement angéliques. C'est quand on regarde un peu, même si on repart depuis le début de cette crise, c'est vrai qu'il y avait un ferment, c'est vrai qu'il peut y avoir eu des conflits d'intérêts politiques autour, peut-être même des désirs de vengeance et tout, mais la carte est un peu complexifiée. C'est-à-dire que quand on voit le déroulement, même l'historique, on voit quand même qu'il y a la question économique qu'il a évoquée. Je suis peut-être un peu d'accord en ce qui concerne l'Est, parce qu'il y a eu... Les gens se sont accaparés les richesses de l'Est. Par exemple, on a parlé, par exemple, des forêts de chasse. Les populations n'avaient plus accès. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il semble que les terroristes n'ont fait que rouvrir l'accès aux populations pour qu'elles puissent accéder. Donc ça, c'est la dimension économique. Mais au-delà aussi, il y a l'autre branche, qui est aussi la fibre religieuse. N'oubliez pas qu'il y a des études stratégiques qui ont démontré que c'est la propagation un peu du wahhabisme et du salafisme. On l'a démontré. On a fait des études un peu sur ça. Les guerres dont Eugène parle, les guerres de religion lui-même, il le sait. C'est vrai que dans l'Église catholique, on peut remonter au temps des croisades. C'est Dieu comme le monde, c'est pas nouveau. Est-ce que ces études je veux dire, est-ce que ces études sont vérifiées réellement que c'est cela c'est-à-dire, quand ces gens-là viennent, ils ne sont pas de nos contrées. Il faut bien qu'ils trouvent des éléments pour s'appuyer. Et puis, quand ils viennent, par exemple, ils sont dans le social. Qu'est-ce que vous savez? Il y a toute une filière qui est là, ils amadouent les gens. Et j'ai même vu une vidéo là, qui circulait où, visage découvert, il le disait clairement. Il faut que les gens mettent entre parenthèses les constitutions
Et il faut que les gens appliquent ce qu'ils appellent la charia. Et c'est circulé. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. Ça n'a pas, depuis la nuit des temps, ce combat spirituel a toujours eu lieu. Il y a eu les croisades à l'année 1000, au début du siècle. Et ça continue sous une autre forme. La question, c'est de dire, est-ce que ceux qui le disent, est-ce qu'ils sont véritablement dans le vrai également? Parce que tout le monde peut dire, ça c'est un autre débat. Non. Une telle idéologie que on fait la différence entre l'intégrisme islamique et l'islam. Ça, c'est différent. On sait très bien que nous, même étant enfants, on a vu la manière de l'islam pratiqué ici n'a rien à voir avec le wahhabisme ou le salafisme. Ça n'a rien du tout à voir, c'est d'autres doctrines. Maintenant, il y a bien sûr, c'est aussi des enjeux stratégiques de conquête de territoires et autres tout qui sont là. Ça, il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas le nier. Mais maintenant, c'est vrai, c'est aussi la faillite de l'État laïque, notre État en tant qu'État laïque. Et quand on voit, par exemple, pour ce qui est survenu à Dablo, c'est quand même un peu symbolique. On a enfermé des gens dans un lieu de culte, on les a brûlés. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas. Dans les autres cas, je sais qu'il y a eu des tueries, mais l'atrocité, vraiment, c'est le summum. Ça, c'est vraiment, c'est symbolique ce qui a été fait là-bas. Et que, ouais, bon, on viendra peut-être dans la suite, mais ça, c'est la faillite de l'État. Je suis au regret de ne pas partager l'analyse du docteur Évariste Consembo. J'ai dit, il faut regarder tout ce qui s'est passé dans l'histoire. À l'Est, on a tué des musulmans, on a tué des imams. Si aujourd'hui, les tueries ne concernaient qu'une autre religion, ne concernaient que les protestants avec le pasteur et ses fidèles, ne concernant que le curé avec ses fidèles, et qu'on ne s'attaquait pas aux musulmans, on ferait l'analyse pour dire, attention, il y a une autre religion qui attaque une autre. Les motifs. Ce que je veux dire. On peut même noter qu'à Istanbul, par exemple, on a vu que ce sont des imams, de très grands rangs de cohésion qui ont été abattus. C'est pourquoi j'ai dit, moi je veux que les gens nous amènent leur amalgame. Mais nous ne sommes pas obligés d'accepter l'amalgame qu'ils nous proposent. Moi j'ai dit aujourd'hui, c'est vrai que j'ai étudié la guerre des religions. Je ne dis pas que chaque religion n'a pas eu ses programmes. Non. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina, les gens nous amènent leur amalgame pour nous faire croire qu'ils attaquent les religions. Moi, j'ai dit, un terroriste attaque n'importe quelle religion. Quand vous partez dans un lieu de culte et que vous laissez éclater une bombe pendant que des gens prient pendant la prière du vendredi, allez me dire qu'on attaque les chrétiens. Moi, je veux bien que... Parce que quand les gens font ça, vous savez, c'est comme un communiqué de guerre. Si les militaires vous font un communiqué de guerre, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'ils vous disent, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies à l'intérieur. Peut-être qu'on va en reparler. J'ai dit ce que les terroristes nous amènent, ce que les terroristes nous amènent, ils nous amènent leur amalgame. Et ils gagneraient 2 fois si nous mordons à leur amalgame. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Parce que quand je regarde l'histoire et ce qui se passe, je ne peux pas être d'accord. Moi, je pointe du doigt l'intégrisme musulman. Ce n'est pas l'islam en tant que tel. C'est l'intégrisme islamique que moi, je pointe du doigt et je dis que c'est eux qui sont derrière ça. Mais de toutes les religions, il y a les intégristes. Ben voilà. Je regrette, même dans le catholicisme, il y a des intégristes catholiques. On ne peut que s'incliner d'abord sur la mémoire du curé et puis de ceux de ses fidèles dans cette église de Dablo. C'était très, très vilain à voir et que ça peut effectivement amener les gens faibles à s'attaquer au hasard aux uns aux autres. Heureusement pour nous, jusqu'à présent, c'est un discours apaisant qui est lancé par tous les responsables religieux. Mais moi, ici, je voulais attirer l'attention de l'État sur ce qui se passe. Je pense que, et en m'appuyant, on dit comparaison n'est pas raison, mais en m'appuyant sur ce qui se passe ailleurs, quand il y a une attaque d'une synagogue aux États-Unis, à Paris ou pas, toutes les synagogues ou tous les lieux de culte sont considérés comme des lieux potentiels d'être attaqués et on met une sécurité pour protéger. Je sais qu'on va me dire on ne peut pas mettre un gendarme derrière chacun, oui, mais au moins on peut mettre un gendarme devant les lieux sensibles. Et on sait très bien qu'au nord de notre pays, les lieux de culte, catholiques, protestants comme musulmans, les lieux de culte sont des lieux potentiellement attaquables. Et ils ont attaqué ces lieux. Ils ont tué des imams, ils ont tué des pasteurs, ils ont tué des curés, ils ont tué des fidèles. Donc pour moi, c'est la faillite de notre État ici qui est indexée
c'est son incapacité à anticiper, à voir les choses et à prendre les devants. Ils ont laissé ces lieux sensibles là comme ça. Voilà. Et puis, à la merci des gens, alors que ce sont des zones difficiles. Moi, j'écoutais à l'Assemblée nationale où un député, un cacique même du MPP, qui disait que dans certaines zones, il faut déclarer quand même l'état de guerre. Vous voyez que lui-même, il va au-delà de l'état d'urgence par le de guerre. Donc, je pense que l'État ici doit prendre ses responsabilités de temps en temps pour dire qu'il y a des endroits que nous devons protéger, il y a des personnalités que nous devons protéger, parce que quand ces gens-là sont touchés, il y a risque que. Donc l'État, ici, a manqué de vigilance, à mon avis. Juste, c'est pas pour répondre à lui, mais quand il dit que l'État, effectivement, doit marquer sa présence, pour le cas de Dablo, il y avait quand même une unité qui n'était pas loin. Et si on s'en tient au dire du ministre Siméon, ces unités n'ont pas intervenu parce que ne voulait pas exagérer la crise. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer? Il y avait bien une présence. Et en plus, je pense que ce sont des zones sous décret d'état d'urgence. Comment vous pouvez expliquer que des gens se baladent avec des motos pendant même que la zone est décrétée état d'urgence? Il faut m'expliquer. Donc, ce n'est pas une question de présence. C'est pas une question de présence. Non, là-dessus, je partage totalement les analyses de la question de la présence de l'État et de sa faillite. Ça, je pense qu'on peut demander à l'État de mieux faire. Mais ce que je voulais dire, vous voyez, quand je vois des intellectuels de tous bords, de toute confession religieuse, se réunir et pour faire un appel. On va en arriver certainement. Je crois que l'idée d'un appel a été lancée. On va en arriver parce qu'on a un second volet de la question qui concerne ce que le gouvernement préconise de faire par rapport à la cohésion sociale. Ah oui, sur Dablo, quelque chose. Non, moi, je voulais revenir en fait à ce que... aux études oui, parce que moi quand on parle d'intégrisme religieux, oui. Moi, je ne sais pas si au Burkina, on peut encore déterminer une branche islamique ou bien en tout cas un groupe qui a démontré... Madame Diko, il venait d'où? Il vient de Sunnite ou bien c'est quoi? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où il vient, mais je vais dire dans le centre nord, on n'a pas encore démontré, en tout cas dans d'autres religions, on n'a pas encore démontré que ces actes-là viennent d'un groupe précis et ça peut se propager à l'ensemble du territoire. Moi, je dis que ce sont des amalgames. On veut nous faire croire que ce sont des intégristes religieux qui s'attaquent à une religion. Mais pour moi, je reviens à la question économique, à la question du territoire. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Mais on peut mettre en avant, effectivement, à travers un acte, à travers l'assassinat d'un prêtre, d'un imam ou d'un pasteur, qu'on recherche un choc des religions, où on recherche effectivement que les Burkinabés s'entretuent entre eux. Mais ce n'est pas ça. Tout ce qui est recherché là, c'est que votre attention soit détournée ailleurs. Et effectivement, comme l'a dit Ali Comporé, moi je pense que l'État aujourd'hui là doit déterminer un certain nombre d'édifices publics, d'édifices religieux, pour que la protection soit assurée. Ça, c'est du rôle régalien de l'État. Et puis, il faudrait quand même louer les structures fêtières. Vous voyez, quand il y a une chose comme ça qui se passe, l'Église catholique se prononce. La Fédération des églises et missions évangéliques se prononce. La Fédération des associations islamiques du Burkina se prononce. Et tout le monde dit, les gens ne peuvent pas nous opposer. Moi, je pense qu'il faut louer cette prise de position. Maintenant, on va aussi parler du gouvernement. À sa dernière session du Conseil, le gouvernement a décidé, en tout cas, à adopter un projet qui serait de faire des tournées de sensibilisation sur la cohésion sociale. André Génie-Boudot. Bon, écoutez, je dirais on a dit ici que ça n'a pas de lien avec le vivre ensemble, mais apparemment le gouvernement considère la question comme étant en lien avec la cohésion sociale. J'aime bien, je veux quand il y a quelque chose qui se passe, que le gouvernement se meuve, etc. Mais écoutez, ça me rappelle encore le gouvernement qui avait dit qu'ils allaient faire les conseils du ministre délocalisés, etc., etc. Bon, écoutez, vous savez, je crois que cette affaire de terrorisme-là nous dépasse tous et qu'on nage en plein. Et donc, toute idée qui vient, on saute là-dessus. Mais je dis, non, il n'y a pas une volonté entre les Burkinabés de se rentrer dedans comme on va nous laisser croire.
Je crois qu'il y a certaines actions qui méritent simplement d'être réfléchies et d'être mises en œuvre. Si vous partez aujourd'hui dans les religions, vous allez réunir les gens, vous allez leur dire il faut continuer à vivre ensemble. Mais écoutez, aujourd'hui, le ramadan encore, nous sommes en plein dedans. Les catholiques sont allés donner du sucre à leurs voisins musulmans pour casser le carême. Et puis vous partez à dire à cette personne-là de s'entendre avec son voisin musulman, qu'est-ce que vous allez lui apprendre? Il le vit. Je pense qu'il y a d'autres choses. Il faut que le gouvernement mette ses moyens et ses énergies à autre chose qu'au folklore. Moi, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Je pense que ce qu'il veut faire, non, on n'est pas arrivé à un point où il faut aller prêcher la bonne nouvelle du gouvernement. Évariste? Non, en fait, quand je tire sur la sonnette d'alarme, ça ne veut pas dire que je pense que les gens vont jouer le jeu des terroristes. Je sais, moi-même, dans ma propre famille, il y a des liens directs même, il y a des musulmans. Il y a des choses que je ne peux même pas dire ici sur le plateau, mais ça veut dire qu'il y a des valeurs sur lesquelles les Burkinabés se fondent pour vivre ensemble. Mais je dis que si rien n'est fait, à cette allure, ces valeurs-là qui tissent la cohésion-là, vont être mises à rude épreuve et ça risque de céder. Donc c'est en cela qu'il y a des actions à faire. Et pour faire des actions, il faut voir la réalité, il faut la voir telle qu'elle, pour pouvoir donc prendre des décisions. Mais il ne faut pas se voiler la face et penser que tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Voilà. Maintenant, j'ai vu, comme tout le monde, ce fameux, dans les communications orales du Conseil des ministres, ce n'est pas une première, hein. On sait très bien que c'est des faux fuyants. En quoi est-ce que ça va venir améliorer la situation ou résoudre? Bon, le gouvernement veut donner l'impression de faire quelque chose. C'est dans son rôle, mais par rapport à l'efficacité, j'en doute fort. Hein. J'en doute fort. Moi, Ali? j'ai envie de dire que l'initiative là gagnerait à se concentrer sur certaines zones où effectivement il y a eu des drames connus. Quand on prend Yirgou, par exemple, là, on peut dire effectivement il y a une crise communautaire. Et donc, il faut plutôt concentrer les efforts là vers ces zones-là où, effectivement, il y a des problèmes entre des communautés. Et ça, je pense que les actions-là, les actions-là peuvent être mieux coordonnées. C'est-à-dire, on peut carrément faire une étude avec des sociologues ou en tout cas un groupe pluridisciplinaire, arriver à ressouder les fils qui sont cassés sur le plan social. Pour moi, ce n'est faire une tournée sur le plan national, on va perdre nos énergies. Il faut plutôt se concentrer sur les zones où, effectivement, il y a des problèmes qui sont connus de tous. Mais le gouvernement n'a pas dit où est-ce qu'il va aller, mais si... Non, on a dit une tournée. tournée... Une tournée, c'est sûr que ce sera vers des Moi, je zones dis, aussi, c'est bien de faire une tournée nationale. Mais j'ai dit, on peut recentrer nos énergies là vers les zones où, effectivement, il y a eu des crises communautaires. Et à ce moment, quand on fait ces actions avec... je veux dire, des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, sur le plan social, on peut arriver à avoir des résultats tangibles. Mais là, on peut avoir l'impression, en faisant une tournée nationale, là, qu'on va noyer le poisson dans l'eau. Alors, Ali, voilà. cette tournée-là, est-ce que, comme le disait Parfait, il y a des lieux aujourd'hui qui sont des lieux, on va dire, connus comme étant des endroits où il y a eu des frictions entre les populations et des massacres d'ethnies sur d'autres ethnies. Est-ce que si, jusqu'à aujourd'hui, on pense qu'il y a de l'impunité qui entoure tout ça, le gouvernement peut encore aller évoquer la question de cohésion sociale? Bon, je crois que Parfait, en le disant, il fait allusion à l'Est et puis au centre-nord où effectivement il y a eu des attaques et où des populations se sont croisées. Il fait allusion à ces centres-là en disant que c'est peut-être les foyers incandescents des problèmes qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur ça. Mais je pense que tout notre pays fait face à cette situation. Et je pense que c'est pour cela que si tournée il doit y avoir, il faut que cette tournée concerne tout le pays pour que tout le monde en parle. Parce que ceux qui sont au nord, ce n'est pas seulement des Peuls, il y a aussi des Sanous, des Baziers, voilà. Le territoire national appartient à tous les Burkinabés. Et quand on doit annoncer un message de ce genre, de vivre ensemble, c'est un message qui doit s'adresser à l'ensemble du territoire. Mais ceci étant, à la décharge de Parfait, ils n'ont pas dit exactement les lieux où ils iront. Bon, tout à l'heure, on parlait de l'idée même. On a vu au départ, et Parfait, Eugène l'a si bien expliqué, le gouvernement avait dit qu'il allait délocaliser les conseils de ministres pour ceci, cela. Moi, j'ai l'impression que c'est un gouvernement de saltimbanque. Ils sont là, ils font face à des problèmes, ils ne savent pas trop comment faire. Et puis, au petit bonheur, la chance, quoi, ils tâtonnent. Or,
là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas une question de se promener. Et Jeanne l'a si bien expliqué. Moi, j'ai des voisins chrétiens qui sont venus me donner du sucre, qui m'ont envoyé des dattes, qui m'ont envoyé des jus de fruits. Bon, mais ils sont venus, et même des soirs, ils sont venus rompre le jeûne du Ramadan avec moi. Moi, je suis après allé prier, je suis les retrouver, on a continué à faire. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est beaucoup plus profond. Il faut que l'État burkinabé anticipe et soit capable de réfléchir sur les vrais problèmes qu'il y a au Burkina Faso. Et tant qu'il ne réfléchit pas sur ces vrais problèmes, il va faire les tours, il va rencontrer les gens viendront s'asseoir. Les gens sont très polis au Burkina Faso. Hein. Ils vont s'asseoir, ils vont les écouter bonnement et puis ils vont partir. Et puis ensuite, il y a eu le drame de Yirgou qui est resté là comme ça. On n'en parle pas, mais c'est un véritable drame. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui me racontait, qui disait que quand il y a un Peul qui lui a dit que parmi ceux qui les ont attaqués, lui, il a reconnu quelqu'un qui est un forgeron, que c'est un forgeron. Et lui, il ne comprend pas qu'un forgeron puisse venir s'attaquer à un Peul. Et lui, il a été... C'est le Peul qui parle, quoi. Il était dépassé. Vous connaissez dans notre culture les Peuls et les forgerons, dans l'organisation sociale et tout. Donc vous voyez, voilà, il y a des interdits. Donc c'est pour vous dire, c'est pour ça que je disais que c'est un gouvernement de saltimbanques. C'est des gens qui ne connaissent pas notre société. Ils ne connaissent pas ce qui se passe dans les pays et ils ont du mal. Donc quand il y a un problème qui s'oppose à eux, bon, quelqu'un s'assoit au fond là-bas, au bout de la table, il dit, ah, monsieur le président, si on faisait une tournée autour dans le pays. On dit oui, c'est une bonne idée, puis on y va. Et je pense que ça, tant qu'il n'y aura pas de stratège, des gens qui vont réfléchir, qui vont bien analyser, on sera toujours en train de ça ne doit pas se passer comme ça. C'est pas évident que ça se passe comme ça. Je caricature sans doute, mais voilà. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que Ali a dit, pour dire deux choses. La première des choses, vous savez, quand il y a une situation comme ça, ceux qui gouvernent le monde, ce sont les idées. Il faudrait faire la cartographie de toutes ces crises. Et la cartographie de toutes ces crises s'accompagne avec la cartographie des leaders qui sont capables d'éteindre les crises. Et au lieu que le gouvernement se lève avec ses voitures, comment on les appelle encore? Les talismans, pour aller parler aux gens, donner les moyens aux gens qui sont capables de parler aux gens pendant que les gens les écoutent avec une oreille attentive. Et je pense que peut-être ces gens-là peuvent faire œuvre utile. Ça, c'est la première des choses. Et je crois que la deuxième chose qu'il faut remettre en place, c'est l'idée de l'appel qui vient. Je crois que le gouvernement aurait tort de ne pas écouter ceux qui vont lancer l'appel. Parce que je vous dis, de Managal, ça va être un rassemblement des gens qui réfléchissent quand même par eux-mêmes. Et peut-être, vous savez, ce qui est bien, peut-être pour certains intellectuels, c'est qu'ils n'ont pas besoin de la caution de quelqu'un pour réfléchir. C'est l'intellectuel. Oui, ceux qui réfléchissent avec la caution du patron, on ne peut pas les appeler des intellectuels. Donc les intellectuels sont des gens qui sont fruits, qui sont libres, qui sont capables de dire même ce qui ne vous plaise pas. Et malheureusement, les politiques souvent ne veulent pas écouter les gens qui sont capables de leur dire « Monsieur le Président, ici, là, je pense qu'on ne peut pas être d'accord avec vous. » D'accord. Voilà. Donc je crois que le gouvernement gagnerait à prêter une oreille attentive à l'appel de Managa. On va attendre de voir. On n'en sait pas grand-chose sur l'appel de Managa. On a vu seulement dans la presse. On attendra donc de voir les contours. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent déjà appeler pour s'inscrire. Et puis après, on va prendre leurs interventions sur les différents sujets. Et puis, on va interagir autour de ce débat-là. Alors, on va continuer à parler, cette fois-ci politique, avec le discours sur la situation de la nation qui a été donc prononcé par le Premier ministre devant le Parlement, un document de 26 pages, article 109, donc base légale donc, de cet exercice-là. Mais question d'appréciation, d'abord de la forme, je vous demandais, parfait Silga, est-ce que dans la forme, on peut considérer que c'est vraiment la situation de la nation? Est-ce que la méthode qui est utilisée permet de voir vraiment la situation de la nation? Quand j'ai écouté le Premier ministre, en tout cas, j'ai eu l'impression, j'ai eu le sentiment effectivement qu'il n'avait pas le triomphe, il avait plutôt le triomphe modeste. Hein. C'est-à-dire, quand on l'a écouté, on a eu l'impression qu'effectivement, il a reconnu avec les Burkinabés que la situation n'est pas reluisante, pas du tout. Quand il parle du PNDS, il dit, bon, nous devons revoir nos ambitions à la baisse à cause de l'insécurité. Quand il parle de l'insécurité, il dit au Burkinabé, bon, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise un jour, là c'est terminé, on a vaincu. Malgré, en tout cas, même s'il a apprécié, il a fortement apprécié
l'action des forces de défense et de sécurité sur le terrain, il a dit, bon, il faut que le combat se poursuive. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'il avait plutôt le triomphe modeste, qu'il a plutôt dépeint la situation, en tout cas, que les Burkinabés vivent. En tout cas, quand il parle de sécurité, quand il parle sur le plan de l'économie. C'est vrai qu'il a dit que notre économie résiste au choc sur le plan interne et externe. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais cela dit, c'est-à-dire que le gouvernement dit que malgré l'insécurité, bon, les chantiers se poursuivent. Et je pense que à sa décharge, effectivement, ce Premier ministre-là, il arrive dans un contexte vraiment très difficile. Et je ne pense pas que vous et moi, on serait vraiment très heureux d'arriver à cette si haute charge-là dans un Burkina Faso avec autant de défis. D'accord, parfait. D'accord, ça c'est... sur la question, on était déjà avec toi dans le fond, mais quand même sur la forme, le Premier ministre l'a précisé d'entrée que c'est un discours qui va se focaliser sur les acquis et les perspectives. Là, les insuffisants, on n'en a pas vu. Sur tout le long du discours, on n'a pas vu, par exemple, dire de telle date à telle date, on a perdu tel nombre de soldats, on a perdu tel nombre de Burkinabés qui sont tombés. Ce qui est réaliste, on n'a pas tel nombre d'écoles qui sont fermées, tel nombre d'enfants qui ne sont pas allés à l'école. Bon, on n'a pas vu ces gens cette situation-là avant de parler seulement de parler des acquis, etc. Est-ce que ça aussi c'est une réalité? C'est vraiment réaliste de faire ainsi, quand on parle d'une situation à faire? Je pense que c'est peut-être une question de méthode. Hein. La méthode a fait qu'effectivement, on n'a pas eu, par exemple, des chiffres, des données précises sur l'éducation en lien avec l'insécurité et tout. Mais quand on écoute, le Premier ministre n'a pas donné l'air de balayer du revers de la main vraiment une situation très très difficile, presque chaotique dans certaines régions du Burkina Faso. On a vu des premiers ministres de ce pays qui nous ont chanté que le Burkina avance, que le Burkina est de retour, que le Burkina a un taux de croissance de 5% et que le panier de la ménagère se porte bien. On a vu, non, dans ce pays, on a vu des premiers ministres qui, quand vous les écoutez, vous croiriez dans un autre pays. Mais là, ce n'est pas l'impression en tout cas qu'on a eu avec ce premier ministre. Ali, est-ce que la méthode permet, ça n'a pas commencé avec Christophe Dabiré, mais c'est une méthode quand même qui a été éprouvée, mais est-ce qu'elle permet réellement, quand on vient faire une situation, on entend tous situation, un état des lieux, et dans l'état des lieux, on ne voit pas du tout les insuffisances, les limites, on ne voit que les acquis et les perspectives. Est-ce que ça, on peut réellement croire qu'on est dans une situation normale? Je pense que Parfait a répondu à cette question. Le Premier ministre a utilisé une méthode qui lui permet d'éviter de donner l'état réel de notre pays. Donc c'est une méthode qui lui permet de survoler les choses. Oui, ça va. Le pays résiste, c'est vrai. On n'est pas encore c'est pas la banqueroute encore, Dieu merci. Inch'Allah, souhaitons qu'on n'en arrive pas là. Mais l'économie du Burkina Faso ne se porte pas bien. La sécurité ne se porte pas bien. L'école ne se porte pas bien. Donc il aurait fallu que le Premier ministre nous donne des chiffres, des statistiques assez précises, claires sur un certain nombre de choses. Il ne l'a pas fait. Il a survolé les choses tout en reconnaissant de façon très intelligente que ça ne va pas, mais ça va aller. Voilà. Donc, c'est un discours qui, à mon avis, est beaucoup plus malin que le discours que Paul Kabatieba servait assez souvent. Il est beaucoup plus malin. Il reconnaît les trucs à demi-mot, mais pour ceux qui savent analyser, le Premier ministre dit, avec ses mots à lui, que nous devons encore faire des efforts sur le plan économique, nous devons faire des efforts sur le plan sécurité, nous devons faire des efforts encore sur le vivre ensemble, nous devons faire des efforts encore à soutenir nos forces de défense et de sécurité qui sont éprouvées au nord comme à l'est et sur tout le territoire, même à Ouagadougou, ils sont éprouvés. Prenez Ouagadougou, vous voyez, ils sont sur le feu à tout moment. Donc le Premier ministre a dit ça d'une bonne manière. Oui, mais Ali, en même temps, le Premier ministre dit qu'il y a la croissance économique, la relance est effective, il y a la croissance économique, oui, mais on a gagné des points. Non, mais il aurait été intéressant, c'est pour ça que je dis qu'il aurait été intéressant, que ce qu'il dit soit vérifié ou vérifiable sur le terrain. Or, ce n'est pas le cas. Regardez les gens, écoutez les gens, c'est la morosité, c'est tout. C'est pour ça que je dis que c'est un Premier ministre, et ça on l'a dit ici, dès qu'il a pris le pouvoir, on a dit que c'est un monsieur qui est très fort, qui a l'art d'arrondir les angles. Et je pense que, et on a même dit que le président, en appelant ce monsieur,
voulait quelqu'un qui va venir calmer, arrondir les angles pour qu'il puisse avancer. Parce que Paul Kabateba n'avait pas ce talent. Lui, il est venu dire que l'argent qui était au Burkina, c'était de l'argent sale. Et lui, il allait apporter de l'argent propre jusqu'à ce qu'il parte. Encore mieux, il est parti même, il a voyagé, il a perdu de l'argent là-bas. On aurait dû l'arrêter, le juger, on ne l'a pas fait. André Jean Ilboudo. Bon, moi, je voulais dire deux choses à la décharge du Premier ministre. Vous savez, il a fait son DPG le 18 février, politique générale, le 18 février. Et même pas 3 mois, ça serait le 18 mai, qu'il aurait eu 3 mois pour venir reparler d'autre chose. En 3 mois, qu'est-ce qui a pu changer? Donc il était, l'administration est une continuité. Non. Il ne fait pas la situation de non, je veux dire, il a parlé de ça. Il fait la situation de la nation. Non, je veux dire, il a parlé de cela dans son discours de politique générale. Et il vient pour parler de ça, de la situation de la nation, qui est un autre nom de ce qu'on a connu. Donc je me dis, en 3 mois, et d'ailleurs, si je continuais à encadrer des élèves à l'ENAM pour leur mémoire, je proposerais à un étudiant de s'attaquer au discours des premiers ministres. Vous verrez que c'est presque mot pour mot ce qu'ils nous disent depuis une dizaine d'années. Un étudiant peut le faire sortir ça. Et puis bon, ce qu'il a changé, c'est que maintenant, il ne nous a pas amené une brique de 140 pages, mais il a réduit en 28 pages. C'est déjà un effort de synthèse. Mais je dis encore, ces genres de discours-là, 10 minutes nous suffisent. Parce que mobiliser autant d'énergie pour que des gens viennent dormir, on a vu des gens qui dormaient à l'Assemblée nationale. Vous parlez des shérifs? Non, en fait, je n'ai pas dit de non. Je dis, mais c'est une perte de temps que les Africains continuent à faire la tâche. Je crois qu'il faut venir nous dire en 5 minutes et puis on va aller continuer à travailler. Et c'est ça qui va avancer la nation. C'est beau. Non, quoi, sur la forme? La forme, le fond, parce que jusque-là, on est un peu. Les gens non, sont sur pas la forme, j'avoue que. Non, vous savez, situation une soit personnalité de la carrière de M. Dabiré est très diplomate. C'est vrai qu'il a réussi à dire autrement ce que l'autre disait avec beaucoup de choses qu'il ne fallait pas. Donc, c'est l'homme vraiment de, comment dirais-je, c'est le diplomate. Voilà, c'est l'homme, il a eu une grande synthèse, c'est un effort, il faut saluer. Maintenant, c'est vrai que le front, quand on regarde le contenu, on annonce toujours des taux de croissance de 6,6%. Bon, sans expliquer aux Burkinabés que le taux de croissance, en fait, au Burkina, il est porté par l'agriculture, qui fait 40% du PIB. Ça veut dire que c'est dame nature. Bon à mal an, quand il y a une bonne saison de pluie, vous avez déjà un taux de croissance assuré qui va être positif. Et en plus, il y a l'or. Mais tous ces vecteurs de croissance ne créent pas des emplois. Il n'y a pas de valeur ajoutée. L'or, la valeur ajoutée, la plus grande valeur se fait ailleurs. C'est ce qui fait que les Burkinabés, malgré les taux de croissance élevés, ne ressentent pas les effets de cette croissance-là. C'est ça la limite. Maintenant, sinon, c'est bon, c'est statistiquement. Maintenant, je pense qu'il a fait du relativisme aussi. Quand il veut, pour des peines, pour dire que c'est pas pire. Quand il dit que nous abritons 25 000 réfugiés politiques et 5 000 demandeurs, ça veut dire qu'au Burkina, c'est pas mauvais, puisqu'il y a des gens qui veulent vivre. Mais en revanche, il dit aussi qu'il y a 150 000 déplacés. Bon. Ça, on relativise. Mais là où je trouve qu'il était mal à l'aise, c'est par rapport à l'intégrité du territoire. Comme tu es Premier ministre, l'intégrité du territoire est vraiment souffre. Il y a un problème qui est là. L'unité nationale, ça pose un problème. Mais c'est vrai qu'il faut le féliciter parce qu'à la fin de son discours, c'est ce que j'ai vu, il a reconnu que c'est réconcilier ensemble que nous pouvons donc vaincre les défis. Et c'est ce que j'ai trouvé très bien chez lui. Merci. Alors, parfait. Denis Bola-Dessus, ça va? Non, mais c'est bon. Ok, on termine avec le dernier sujet au plan national, c'est cette polémique-là qui enfle entre, on va dire, le gouvernement et des personnes à la fibre écologique ou à la fibre environnementaliste, parce que la mairie donc, de Bobo Dioulasso a déclassé, en tout cas, veut déclasser. Bon, on y va, c'est toujours la même polémique. Suite à un conseil, un texte a été mis en œuvre. 19 avril, pour pouvoir déclasser 16 hectares des 360 hectares de la forêt classée de Koua pour tout simplement construire l'hôpital. Et ça soulève beaucoup de débats. Le débat est là, à vous aussi, de mener le débat, Ali. Bon, pour moi, c'est un choix assez difficile. La forêt, c'est important.
surtout pour un pays qui s'appelle le Burkina Faso, pays sahélien, avec une petite partie désertique aussi. Donc, abattre un arbre, déjà, c'est très compliqué. Mais l'hôpital aussi, c'est important. Nous avons besoin pour nous soigner. Donc ici, et ça, je reviens encore à la question du gouvernement, c'est toujours son incapacité, lorsqu'il fait face à des situations, son incapacité à trouver le juste milieu pour que tous les problèmes qui lui font face trouvent des solutions sans qu'il y ait énormément de gorge chaude. Cet hôpital dont il est question ne date pas d'aujourd'hui. C'est un hôpital à vocation sous-régionale dans sa conception initiale. Ça veut dire qu'il va recevoir des malades du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bobo-Dioulasso, c'est une ville frontière qui reçoit tout ça. Voilà, cosmopolite. Donc, aujourd'hui, cette forêt, elle est nécessaire. L'hôpital aussi est nécessaire. Maintenant, c'est le gouvernement, à mon avis, qui n'a pas su trouver les moyens pour faire passer son projet, que l'hôpital, c'est très important pour les populations. Même ceux qui luttent contre l'implantation de l'hôpital, là, ils savent très bien que l'hôpital, c'est important pour eux. Ceux aussi qui luttent qui luttent pour la protection de la forêt, savent que l'hôpital est important. Tout le monde sait que l'hôpital est important. Tout le monde sait aussi que la forêt est importante. Je vous fais un petit feedback pour dire, sous la Révolution, vous voyez, quand il y avait un mariage, les mariés plantaient un arbre, on offrait à la femme un foyer amélioré. Mais c'était quoi? C'était des messages qu'on donnait aux couples, aux familles. Vous voyez, il faut planter des arbres parce que notre pays a besoin de ça. Madame, vous qui faites la cuisine, utilisez moins de bois, utilisez le foyer amélioré. Donc, je pense que c'est à l'État burkinabé, de voir, de reprendre, de se calmer, de voir où est-ce que cet hôpital peut être installé. Ou bien si le nombre d'arbres qui ont été détruits, d'expliquer aux gens, oui, nous allons utiliser 2-3 hectares. Sur les 2-3 hectares, c'est 10 000 arbres ou 5 000 arbres qui vont être abattus. Ça, on va reboiser quelque part pour rattraper un certain nombre de choses. Mais faute de cela, on a vu un Simon Compaoré qui dit que lui, il ne sait pas ce que c'est que la forêt. Par contre, lui, il sait ce que c'est qu'un hôpital. Bon, moi, ça, c'est des genres de réponses qui font que, bon, moi, je doute sur la capacité du gouvernement à faire face à des difficultés de ce genre. Il se pose un débat qui est quand même un débat de fond sur l'écologie. Parce que pour ceux qui sont, en tout cas aujourd'hui, contre, vent debout contre, c'est que si on implante l'hôpital, il y aura une pollution de l'environnement. Parce qu'il se trouve justement que dans cette forêt abrite, comment on dit ça, une nappe, et puis un écosystème. Voilà, une nappe d'eau qui est la deuxième plus grande en Afrique de l'Ouest. Non, ce que je voulais dire d'abord, la première des choses, j'ai travaillé pendant longtemps dans le système de l'environnement. Mais ce que je voulais dire, ça c'est un débat vraiment de politiciens. Les images satellites qu'on nous montre ne sont pas les images où on veut implanter l'hôpital. C'est de la manipulation. Et en plus, tous ceux qui disent non là ne proposent rien à la place. Vous voyez, quand l'Assemblée nationale avait été brûlée, j'ai parlé avec un ami et j'ai dit, si j'étais un de Bobo, j'écrirais une pétition où je demanderais au gouvernement de construire désormais l'Assemblée nationale à Bobo. Ça va faire en sorte que Bobo va avoir un pôle de développement parce que vous aurez le gouvernement à Ouaga et le législatif à Bobo, ce qui va faire que les gens vont rouler avec des avions, les gens vont avoir une bonne idée, etc. Mais le monsieur m'a dit, si tu étais un de Bobo et que tu dis ça, on va te tuer la première fois que tu dis cette idée. Parce que les gens de Bobo ne veulent pas ça. J'ai dit aujourd'hui, celui qui a combattu l'idée, c'est un de Bobo, c'est Nestor Bassière. J'aurais aimé que ce monsieur-là dise, c'est vrai que je m'occupe de l'environnement, mais étant de Bobo, je sais que l'hôpital est important, comme l'a dit. Je vais travailler avec les gens de Bobo pour qu'on trouve un lieu pour qu'on construise cet hôpital. Le monsieur, il est venu, il a tout combattu, mais il n'a rien proposé à la place. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que les gens de Bobo veulent? Quand on parle de développement de cimenterie, vous n'en voulez pas. On parle d'hôpital. Moi, j'aurais aimé que les gens disent, la forêt est importante pour nous, comme il a dit, mais l'hôpital aussi est important pour nous. On va se mettre ensemble pour vous trouver un lieu pour que vous puissiez construire cet hôpital. Oh, on a l'impression... Je termine. C'est que tous ceux qui se battent contre cet hôpital
n'ont rien en recharge. En tout cas, c'est ce qui me frustre. André Géniboudou, peut-être qu'il faut préciser que les gens ne se battent pas contre l'hôpital, mais ils se battent contre l'utilisation d'un site qui est quand même... Mais est-ce qu'ils ont proposé un site à la mais place? il y avait un site qui était déjà précisé Il y a auparavant. 3 sites qui avaient déjà Maintenant, c'est le partenaire chinois donc, qui a décidé, le Premier ministre l'a reconnu, devant le Parlement, que ce sont les Chinois qui décident de le faire là-bas. Alors la question est là à ce niveau. Moi, je voulais ajouter, non, s'il je vous veux plaît, parler. juste quelque chose pour que vous continuez. Oui. Eugène, tout à l'heure, quand il parlait, il dit les gens de Bobo, les gens de Bobo. Ce n'est pas une question de les gens de Bobo. C'est une question de la nation. C'est une façon de dire. Bon, ok, d'accord. Tous ceux qui bon, sont d'accord, Bobo, ok, ils sont pas bon. forcément bobolais. Donc, je C'est une laisse. façon de dire. Ok, d'accord, ok. Non, je voulais dire les faits. La forêt de quoi? C'est 350 hectares. La partie qui doit être utilisée, c'est 16 hectares. Personne ne le dit. Et Bien sûr qu'on a dit, c'est 16 hectares, c'est aujourd'hui, beaucoup de gens qui parlent ne connaissent même pas ce qu'il y a dans les 16 hectares. Je vous dis, moi j'ai des images. Si vous arrivez sur ces 16 hectares-là, c'est presque une clairière, c'est même pas une forêt. Mais aujourd'hui, bon, évidemment, la presse n'a pas fait... Moi, j'ai dit, la presse n'a pas fait son travail. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est une forêt classée, c'est une forêt dense, mais on utilise des images de la guinguette pour montrer aux gens que c'est une forêt classée, il faut pas... Il y a des arbres. Mais quand vous arrivez, c'est que quelques tecs et quelques eucalyptus qui sont dedans. Oui, non, attendez, je vais finir. J'ai dit, et voilà, on dit, voilà, c'était un intérêt. Mais voilà, le premier élément, c'est ça. Deuxième élément, pour parler du ministre, effectivement, il y a beaucoup de populisme dans cette affaire. Monsieur le ministre, que je respecte, Nestor Bassière, quand vous écrivez au maire et vous dites que la mairie ne peut pas déclassifier une forêt, mais c'est évident. C'est évident. Et tout le monde sait qu'on a juste demandé l'avis du maire. L'avis du maire. Et l'avis du maire, là, n'est qu'une étape de toute cette procédure. Oui, voilà. Donc, vous savez bien, monsieur le ministre, que le projet là est porté par le ministre de la Santé. Adressez-vous au ministre de la Santé. Deuxièmement, ce que je voulais dire en troisième position, mais selon de bonnes sources, dans les 16 hectares, là, il y a une bonne partie qui est exploitée sur le plan agricole. Et les gens font leur gombo dessus. Bien sûr, là, je ne veux pas dire ceux qui font ce gombo, mais un jour ou l'autre, on en reparlera. Mais pour dire, attention, il y a beaucoup de populisme dans cette affaire. Ça, faisons attention, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un projet de gens qui veulent empêcher qu'il y ait un hôpital à Bobo? Oui, d'accord, parfait. Alors, moi, je voudrais aussi qu'on évoque à la décharge peut-être de ceux qui s'élèvent contre ce projet-là. Sur ce site, ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas d'un hôpital. Ils ont simplement dit, et c'est très important, qu'il y a des risques, tout simplement, de pollution de l'environnement, parce que nous sommes dans cette forêt-là à la deuxième plus grande réserve d'eau. En Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce n'est pas aussi quand même trop risqué d'aller mettre en jeu, parce que l'hôpital, ça va dégager beaucoup quand même de pollution? Voilà pourquoi je dis il faut que le gouvernement puisse préciser tout ce qu'il va faire dans ce projet-là. Aujourd'hui, par exemple, là, on sait que l'étude d'impact environnemental n'a pas été faite. Cette étude-là, par exemple, devrait permettre de dire voilà les dégâts qu'il peut y avoir dans la forêt et voilà les mesures d'atténuation qui peuvent être prises. Effectivement, à la décharge de ceux qui sont contre le projet, je dirais, il faut que l'État effectivement puisse suivre toutes les étapes nécessaires à la déclassification de cette forêt. Si les étapes-là sont suivies et que, effectivement, tous les acteurs qui sont impliqués là sont effectivement consultés, je pense qu'on devrait avoir au bout du projet là, effectivement, moins de nuisances pour l'environnement de façon globale. Ouais, je ne sais pas pour défendre M. Bassière, mais là, ce que j'ai vu quand même, le peu d'éléments que j'ai vu dans le dossier, la gestion des éléments s'est passée entre le ministère de la Santé et la mairie de Bobo. La vie donc, ça veut dire que dans cette étape même, là où il y a anguille sous roche, j'ai l'impression qu'on a sauté carrément le ministère en charge de l'environnement, ce qui n'est pas normal. Maintenant, moi, je ne veux pas faire de grands débats. Je suis convaincu que tous les Bobelais veulent que cet hôpital de référence s'implante à Bobo, et tous les Burkinabés même d'ailleurs. Maintenant, le débat se trouve ailleurs. Et vous savez, c'est un pays où on n'écoute pas. Tout le monde vient, on veut raser toute notre affaire pour dire que c'est lui-même. Il y a un document qui a été fait qui s'appelle Burkina Prospective 2025. Dans ce document-là, mais Dieu merci, alors ça veut dire que je ne mens pas. Dans ce document-là, on a recensé toutes les terres qui peuvent être destinées à l'agriculture, celles qui peuvent être destinées à des constructions. Tout ça, ça a déjà été fait, même à Bobo. Pourquoi, diable,
aller chercher des problèmes Oui, là mais où il n'y en a attends, pas. alors, Non, dernière s'il question. vous plaît. La question, Non, la c'est question vrai. aussi, est-ce que la question aussi, l'État n'est pas, ou le gouvernement n'est pas entre deux feux, parce qu'il y a d'une part les populations qui ne veulent pas, mais d'autre côté aussi, apparemment, le partenaire chinois aussi impose sa volonté. Pourquoi est-ce que le partenaire chinois ne veut pas? Moi, méfiez-vous, j'ai fait d'autres pays. Quand j'étais peut-être en exil dans un autre pays, j'ai vu où il y avait la coopération chinoise. Ils se sont implantés sur un site. Ils se sont éternisés là-bas sur ce site. Et le temps qu'on se rend compte, c'était un site qui était diamantifère. Ils avaient tout exploité. Méfiez-vous. Il n'y a que M. Alpha Bari pour croire à la générosité, l'altruisme des Chinois. Les Chinois vont venir nous développer, ils vont venir tout faire. Méfiez-vous quand même. Mais je pense que si c'est dans une relation de coopération gagnant-gagnant, la Chine, le bailleur n'a pas à nous dire où est-ce qu'on doit implanter cet hôpital. Voilà. D'accord. Non, moi, ce que je voulais dire, je crois qu'il faudrait que les Burkinabés s'assument. Et la première des choses que je voudrais demander aux gens qui ont le projet, c'est de se mettre d'accord pour que l'hôpital de Bobo ne leur échappe pas. Ça, c'est la première des choses. Et ça dépend des Burkinabés, ça ne dépendra pas des Chinois. Vous savez, quand vous ne savez pas là où vous voulez aller, on vous amène là où vous ne voulez pas aller. Malheureusement, on a l'impression que les Burkinabés, et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai fait partie de plusieurs missions où partais à l'extérieur pour négocier avec les gens, ils arrivent, ils n'ont même pas lu le papier de la négociation. Si bien que c'est ceux qui sont en face de vous, qui vous disent des choses et vous dites oui, oui, oui. Je crois qu'aujourd'hui au Burkina, les Chinois ne peuvent pas venir imposer aux Burkinabés des choses que les Burkinabés ne veulent pas. Mais oui, les Chinois ont dit les Chinois. Oui, mais encore une fois, ça traduit l'esprit des Burkinabés. Parce que les Chinois ne peuvent pas venir nous imposer. Il faut leur dire, nous proposons que cela soit. Maintenant, le grand défaut de ce gouvernement, je ne comprends pas qu'il y ait autant de ministres qui s'occupent de la communication et de l'information et que le gouvernement ait du mal à communiquer avec le peuple. Mais cette affaire-là, de bons communicateurs vont sortir les éléments pour permettre aux populations de juger. Et ça, ce n'est pas difficile à faire. Maintenant, si effectivement les gens... Bon, mais le drame aussi, c'est que les gens ont l'impression que c'est celui qui parle le dernier qui a raison. Bon, avec un gouvernement comme ça, bon, on ne peut pas aider comme dit le militaire, quoi. Je sais pour avoir travaillé au ministère de l'Environnement et de l'Eau, que quand il y a un projet d'une telle nature, il y a une étude d'impact sur l'environnement qui est commanditée par le ministère de l'Environnement. Merci, le budget était excellent. Voilà. Et qui dit, voilà, vous ne pouvez pas, ou bien vous pouvez. On a eu l'affaire de Tanalyse ici, on en a voulu à la pauvre dame parce que l'État n'a pas fait l'étude d'impact de l'environnement pour l'installation de cette tannerie. Et puis après, c'était des odeurs nauséabondes, c'est là, il y a beaucoup de choses que l'État ne fait pas. Il faudra que le gouvernement, comme je l'ai dit, fasse l'effort chaque fois de faire de bien peaufiner les procédures et de bien communiquer. Et je reviens, quand j'étais red chef à la RTB, il y a eu le fils de M. Ouezin Koulibaly, un cardiologue, qui voulait faire un hôpital. Il a demandé à faire un hôpital, je crois une clinique. Et puis ensuite, il voulait agrandir la chose. On lui a demandé simplement de refaire les procédures parce que ce qu'il a demandé ne coïncide plus avec ce qu'il veut faire. Bon, il y a eu un bruit à Bobo Dioulasso, comme quoi c'est les gens de Ouagadougou qui ne veulent pas. À l'époque, c'était le ministre Alain Yoda qui était ministre de la Santé. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, monsieur le ministre, nous avons un tel problème, qu'est-ce qui se passe? Il m'a appelé, il m'a montré une note confidentielle, des études faites. Une note confidentielle faite même par le journal. En tant que journaliste. En tant que journaliste qu'il m'a montré, c'est pas parce que j'étais red chef. Donc il m'a montré, il m'a même pas permis même de copier. J'ai lu et puis il a arraché son truc. Il m'a montré une lettre confidentielle du journal d'Indire qu'on avait amené là-bas pour étudier. Il s'en est sorti qu'il n'y avait rien. C'est seulement parce que le monsieur n'était pas prêt, il ne voulait pas faire les trucs. Mais l'État, même à l'époque, avait du mal à communiquer autour de la question. Et aujourd'hui, on attire l'attention encore que dans ce gouvernement il y a beaucoup de communicants. Ils ont toujours du mal à expliquer aux gens ce qu'ils vont faire, ce qui est fait, ce qui doit être fait. Et après, ils se plaignent qu'on critique. Merci. Mais effectivement, il y a un problème de communication sur ce projet. Alors, mais ici, par exemple, de l'autre côté, on communique. Par exemple, sur Omega, il y a eu un entretien du secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'environnement, du tourisme, de l'hôtellerie, M. Drissa Milogo. C'est lui qui a donné des éléments quand même. Par exemple, il a dit que c'est la deuxième plus grande réserve d'eau en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on va aller construire un hôpital sur une réserve d'eau? Mais c'est la réserve d'eau, là, c'est sur les 16 hectares.
Mais c'est ça le problème. Oui, mais, c'est quand on fait... Est-ce qu'il n'y aura pas d'enjeu? Est-ce qu'il n'y aura pas d'impact sur le environnemental reste? sur ça? Je dis, voilà, on revient à cela. L'étude d'impact environnemental. D'accord. Si on arrive à faire cette étude, on peut déterminer quelles sont les mesures d'atténuation. Mais dire que c'est sur la réserve, la plus grande réserve, est-ce que c'est sur les 16 hectares? Moi, je voulais dire quelque chose. Je conseille au gouvernement de se référer au document de référence qu'est la prospective 2020. Merci. Non, moi, je voulais... On va revenir sur le débat. Laissez-moi dire Les quelque appelants chose. vont Moi, venir. On va revenir dessus. Non, moi, je voulais dire quelque chose. Les appelants... Aujourd'hui, Oui. si on devait construire Yalardo là où il se trouve aujourd'hui, On on ne l'aurait pas fait. Parce que les gens m'ont dit, vous avez le barrage à côté. Oui. Vous savez, les Burkinabés, ce que moi je reproche dans ce dossier-là, c'est que ceux qui disent non là, ils doivent dire, nous on propose au gouvernement là, d'aller construire à tel endroit. Mais qu'ils disent le site. André, Ils vont aller dans ce site là, on va dire non, encore, Merci. On peut pas dire, à chaque fois qu'il y a des infos, dites-nous, le gouvernement est là pourquoi? Merci. Mais si le gouvernement décide, vous dites vous n'en voulez pas. Mais oui, s'il est impuissant, il s'en va. Ok. C'est à lui de dire là où c'est sûr. Merci. On va aller en Algérie maintenant pour parler de la transition qui a du mal à se mettre en route. Les militaires et on va dire les insurgés, le peuple, ne s'entendent pas très bien sur la formule qu'il faut. Donc l'Algérie est toujours dans une sorte d'impasse. Évariste Conséquent. Non, impasse, non. Écoutez, c'est pas. On a vu le cas en Égypte. Non, c'est une affaire, les gens, c'est une affaire du peuple. Même ici, je l'ai dit, c'est le peuple, le bon peuple est descendu dans la rue pour réclamer qu'on redresse la gouvernance, la gestion. Il a risqué sa vie pour ça. Mais maintenant, ce qui s'est passé après, c'est que vous avez les Kalash qui viennent et celui qui a la force de frappe la plus moderne. Et ça, en Algérie, c'est le général Gaïd Salah. C'est lui qui part, en fait, l'homme incontournable. Il veut contrôler maintenant. Les gens sont venus, ils ont risqué leur vie, ils ont fait leur boulot. Maintenant, c'est tout un système. C'est l'armée qui contrôle tout, même la justice et tout. Vous voyez, ils ont instrumentalisé des procès pour arrêter les hommes d'affaires d'abord, qui étaient très puissants. Le frère du président. Ensuite, ils vont s'occuper des politiciens avec des procès de complot. Non, ils veulent contrôler. Et même au Soudan, à côté, on l'a vu. C'est pareil, ça C'est commence. pareil. Alors, justement, la question que ça pose, est-ce qu'après ce départ par la rue, demandé par la rue ou forcé par la rue de Bouteflika, est-ce que l'Algérie va réussir vraiment à faire sa transition, à trouver mieux, Bon, il faut reconnaître quand même que les Algériens sont des frondeurs connus. On l'a vu, leur indépendance avec le FNL, où ils se sont battus pour avoir leur indépendance. On a vu les années de plomb avec le Front islamique du salut. C'était très difficile pour eux. Donc ce sont des gens qui sont habitués. Ils ont eu une armée qui est, j'allais dire, une armée parti politique, si je peux ça. Parce que l'armée là-bas, c'est pas comme les armées ailleurs. C'est des vieux qui ont combattu contre le colon. C'est des gens qui sont endoctrinés avant de rentrer dans l'armée. Il n'y a pas de place comme ça pour qu'un jeune ou une génération spontanée qui vienne bousculer les choses. Il n'y a pas de place pour ça. Donc, c'est un pays qui est très bien tenu. Ils ont gagné quelque chose, je pense, les Algériens, en gagnant le départ de Bouteflika. Je pense qu'ils auraient pu, à mon avis... Voilà. Ils auraient pu, mais là, ils en veulent au système. Or, le système est très enraciné. Ils vont lâcher quelques individus, quelques hommes d'affaires, le petit frère de Bouteflika, ils vont arranger des villas pour eux, ils vont dormir là tranquille, en attendant que la tension baisse. C'est pour ça que chaque fois je dis ici, les gens ont vu le cas burkinabé et tout le monde veut copier le cas burkinabé. Or, chaque pays, chaque État a sa spécificité. Ils ont obtenu le départ de Bouteflika, c'est un grand truc qu'ils ont obtenu. Allons-y mollo mollo, après on avance. On avance, c'est tout. On va prendre Sinon, où ils sont, c'est un face-à-face et on connaît l'Algérie, c'est le pays de tous les possibles. Hein. D'accord. Alors, on va prendre notre premier téléspectateur, Monsieur Nyoli, Claude, qui appelle de Diapaga, qui va nous ramener à la forêt classée de Koua. Monsieur Nyoli. Oui. Bonjour. Bonjour. Allez-y pour votre intervention. Ok, merci beaucoup. Moi, ce qui me dérange un peu dans cette affaire des forêts de Koua, c'est comme moi j'ai l'impression comme c'est les Chinois qui veulent implanter l'hôpital là dans la forêt. Ce n'est pas un projet de gouvernement burkinabé. Parce que le Premier ministre il a commencé à dire les Chinois ont dit comme ça, les Chinois ont dit comme ça. Je veux savoir. L'hôpital là c'est un don, non? C'est les Chinois qui veulent nous donner, non? Mais pourquoi ils vont nous imposer où on va placer cet hôpital?
Ou bien tout ce que le Chinois dit, on va suivre. Je ne sais pas. Il y a un politicien qui a dit que lui, il ne connaît pas l'importance de la forêt. Même les vieux qui a eu le prix Nobel de l'alternative là. Mais lui-même qui n'a jamais fait l'école, il a bien dit que ce n'est pas bon. On ne peut pas détruire une forêt pour... C'est pas, vraiment, on a du mal à comprendre. Hein. Le Premier ministre a dit que non, les Chinois ont dit que non. Ils peuvent enlever les arbres là et puis aller planter les arbres là. Est-ce que ça c'est faisable? C'est faisable? Non, c'est faisable, mais sauf si vous ne l'acceptez pas, mais c'est faisable. La technologie existe aujourd'hui, on peut transporter une forêt. Ce pas des Chinois qui vont venir planter, reboiser des trucs pour nous. Merci, M. Nyoli. Merci il faut se souvenir que cette forêt a été classée par les colonisateurs français en 1936. Okay. Tout à fait, 83 ans que voilà. Cette forêt. Donc, maintenant, moi, je ne sais pas, effectivement, si les Chinois insistent sur ce lieu-là, moi, je trouve que c'est suspect, c'est très suspect. On va terminer avec l'Algérie, puis on revient. André Génigoudou. Avec l'Algérie? Oui. Non, bon, il faut dire que les Algériens, ils vont un jour se réveiller avec la gueule de bois. Parce que cette insurrection, si on peut l'appeler ce qu'ils font aujourd'hui, ils n'ont qu'à demander à d'autres peuples. Il y a des gens qui ont fait des insurrections et qui regrettent aujourd'hui d'avoir fait l'insurrection. Lesquels, par exemple? Bon, écoutez, regardez, suivez mon regard, mais je vais dire, en Algérie, le monsieur qui est aujourd'hui aux commandes là, mais il était du clan du Bouteflika. Donc je me dis, il n'y a pas une génération, vous ne pouvez pas changer le système en un tour de main. Et ça, j'ai peur que les Algériens ne se battent pour les beaux yeux de la reine. Et bon, ils vont regretter après, ça c'est le sentiment que je fais. Non, mais ce qui se passe en Algérie, là, confirme ce que l'on voit dans plusieurs pays où il y a eu des révolutions. Ce n'est pas ceux qui font la révolution là, qui, à la fin, sont les plus grands mais la question, gagnants. Est-ce que quand il y a des insurrections ou quand le peuple se soulève contre un régime, etc., est-ce que comment désormais il faut faire? Est-ce que l'armée, je veux dire, a le droit de venir prendre donc les choses, ou il faut laisser la transition se faire par ce même peuple? Quand vous dites l'armée a le droit, l'armée fait partie du système, comme ils l'ont dit ici. L'armée fait partie du système. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, mais on a juste fait partir un élément du système. Mais tout le système, il est encore là. Donc, ne vous attendez pas à ce que l'armée laisse des civils diriger. Comme on l'a dit, comme je l'ai plusieurs fois dit ici, c'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, le rapport de force est en faveur de l'armée et ils vont tenir le guidon jusqu'à... Oh là là, ils vont lâcher de temps en temps. Mais voilà. Ce que vous dites, si on analyse au cas Burkinabé, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, ce qui a manqué, c'est quoi? Il a fallu une avant-garde. Il lui fallu une avant-garde. Il n'y a pas eu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Ceux-là qui pouvaient gérer, ils ne se sont pas entendus. Donc, en pareille circonstance, c'est la force la plus structurée, la mieux organisée, et qui profite. Et c'est ce qui s'est arrivé. On craint que ce soit toujours ainsi, parce que l'armée est toujours la force la mieux structurée. Hein. Alors, on va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Nyambré Boureima, qui appelle de Ouargaï. Lui, il revient sur le discours sur la situation de la nation. Monsieur Nyambré. Oui, bonjour, M. Tawargo. Bonjour à vous. Allez-y pour votre intervention. Voilà, bon. Moi, je vois ici que pour le discours du Premier ministre, je pense ici que les députés même n'ont pas été à la tâche, à la hauteur de leur tâche. Parce que ici, c'est comme si un matin qui était là, il a fait sa lecture, et maintenant, les élèves sont en train de poser des questions sur la lecture faite, un commentaire comme ça. Alors que non. Au départ, je croyais quand même que ça fait sa deuxième fois qu'il est venu à l'Assemblée nationale. La première fois, il a posé des problèmes et on attendait maintenant les finalités. Et la deuxième fois, je croyais qu'il devait faire comprendre à la population ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et maintenant, pourquoi ça n'a pas marché? C'est ça qu'on devait même nous dire, parce que c'est pas dire ce qui existe, ce qui n'existe pas. Nous, on connaît déjà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais il fallait nous dire maintenant quels ont été les empêchements. Parce qu'en Afrique, les présidents utilisent les premiers ministres pour vraiment blanchir leur blason. Quand ça ne va pas, on licencie ou bien on limite le premier ministre et on prend un autre. Il fallait que le premier ministre ait le courage de dire voilà, quand moi je suis arrivé, c'est vrai que j'étais dur, mais quel problème m'a empêché d'atteindre tel objectif. Et maintenant, si vous pouvez nous aider, mettez votre main aussi pour que le pilote avance, parce que c'est pour nous tous.
Mais les députés qui sont élus par le peuple n'ont pas pris le sens même de poser la question au Premier ministre, quelles sont les difficultés, quelles sont les choses qui vous ont empêché à faire ce que vraiment le Burkina Faso voulait. Ils sont là seulement à poser des questions sur ce qu'on a dit. Alors que la lecture là, ce sont les ministres qui lui ont donné toutes les informations. C'est pas lui qui a écrit. Donc vous voyez, donc je refuse vraiment la faute là à nos députés là. Vraiment, ce n'est pas bon. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Yambré. Oui, André Chénibrou, on peut toujours revenir sur la forêt. Hein, non. Je voulais dire quelque chose par rapport aux téléspectateurs de Ouarglaï. Oui. Si vous avez fait attention, à chaque fois qu'on a une émission, il y a des gens de Ouarglaï qui nous appellent. Donc je pense qu'il faudrait qu'on les félicite pour leur, pour leur assiduité à cette émission. Et puis, bon, vous savez, le discours du premier, il a parlé aussi des députés. Si vous avez regardé les députés, ils étaient plus préoccupés par leur basin, par leur foulard et par leur cravate que par le discours du Premier ministre. Je vous dis, encore une fois, cet exercice-là, tout le monde sait que c'est du pipeau. Personne n'y prête attention. Les gens qui parlent, c'est parce que la caméra est là et au moins pendant 3-4 minutes, on va savoir que je suis à l'Assemblée nationale et que j'ai parlé. Parce que souvent même les gens parlent et puis vous demandez qu'est-ce qu'il veut dire au Premier ministre. Mais comme lui aussi il est courtois, il fait semblant d'avoir compris. Mais moi, si vraiment le discours devait servir à quelque chose, je pense qu'il faut donner le document là une semaine aux députés pour qu'ils le préparent. Et quand le Premier ministre va venir là, les gens ont eu le temps de le lire, les gens ont eu le temps de le préparer et les questions vont être pertinentes. Mais vous ne pouvez pas remettre un document, André, séance tenante. Même en dehors du document, les députés sont censés connaître les problèmes du pays, de l'état de la nation. Ils sont je voulais terminer à la lecture seulement ou à écouter un discours, ils peuvent normalement poser des questions allant dans le sens contraire. Mais j'ai commencé par dire qu'ils sont plus préoccupés par leurs atours que par ce qui se passe dans la nation. Mais encore une fois, il faudrait que la façon de faire la change pour qu'on puisse être content. Parce que d'ailleurs, si ce discours-là était fait et que le document était donné une semaine à l'avance, il y a des citoyens qui approcheraient leurs députés pour leur demander, demander au Premier ministre qu'est-ce qu'il pense par rapport à ça. D'accord. C'est vrai, je suis d'accord que le format, en fait, pour que ça soit plus efficace, doit être revu. Parce que là, en fait, d'après ce qu'il a voulu dire, il a fait le cas, par exemple, dans certains pays où le gouvernement vient exposer les résultats et les difficultés aux députés. Mais maintenant, une fois que les difficultés les députés prennent connaissance des difficultés, c'est pour agir, pour donner des orientations. Ça peut être utile et constructif pour le pays. Mais il faut revoir, ça suppose que l'on revoie le format. Parce que, voilà. Non, mais le problème avec l'exercice qui vient d'avoir lieu, c'est que le monsieur, il est là il y a 3 mois. Non, mais attendons. Est-ce qu'on ne va pas préciser que la situation de la nation ne dépend pas de quelqu'un? La situation est la situation. Et les services de l'État sont là pour dresser cette situation. Non, ce que j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la continuité de l'État. Mais n'oubliez pas que les deux documents sont liés. Le document sur le document de politique générale là, et le discours sur la situation de la nation sont liés. Quoi qu'on dise. Et voilà, 3 mois après, il doit faire le point du discours qu'il vient de faire. Mais entre nous, moi j'ai dit cette année-là, bon, comme on le reconnaît, le format, il était vraiment à revoir. Parce que vraiment, que ce monsieur vienne vous dire effectivement comment les choses sont passées en 3 mois, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, moi je pense que aujourd'hui, il était au Burkina au moins. Il était au Burkina, mais n'oublions pas que nous sommes dans un contexte bien précis. D'accord. Chez les autres premiers ministres, là, ça n'a pas été en 3 mois qu'on demandait de faire effectivement un discours sur la situation de la nation. D'accord. Voilà. Peut-être qu'il faut... D'accord, on va prendre l'autre téléspectateur, le troisième, M. Kwanda Tassere, appel de Ouagadougou. Il revient sur l'attaque de l'église de Dablo. M. Kwanda. Oui, alors c'est M. Tengueri à l'appareil, c'est pas M. Kwanda. D'accord, donc on a donc sauté un... Alors, M. Tengueri Yakouba, d'accord. Les familles au Burkina qui ont perdu quelqu'un dans les attaques terroristes. Mais je voulais réagir par rapport à l'analyse faite par le docteur sur l'attaque de l'église de Dablo. Évariste, l'église de Dablo, bon, je ne partage pas son analyse parce que pour moi, ces attaques terroristes, pour moi, ce n'est pas religieux en fait. À travers leurs actions sur le terrain, vous vous rendez compte qu'ils essaient un peu de s'attaquer à tout ce qui est sensible au Burkina, la question ethnique, la question religieuse. Et vous allez voir au niveau du milieu rural,
essaient d'attaquer les autorités coutumières, religieuses, administratives. C'est-à-dire qu'on veut couper la tête de tout ce qui est figure d'autorité en milieu rural. Donc, créer le chaos et faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est ça. Donc, à travers ces actions qu'ils posent sur le terrain, moi, je pense que c'est une manière de communiquer aussi qu'eux-mêmes, ils essaient de s'attaquer à tout ce qui est sensible, mais pas pour des questions religieuses. Même si les questions religieuses y est, donc, mais je pense que la question religieuse au niveau des tableaux là reste toujours à désirer à mon niveau. Donc, je pense qu'il y a toujours des intellectuels au Burkina qui peuvent faire des propositions sur le plateau. Je pense que quelqu'un a parlé de faire une cartographie un peu des attaques au Burkina Faso ici. Je pense que ça serait intéressant que les gens réfléchissent sur la question et puissent faire des propositions qui peuvent aider le Burkina. Je vous remercie. Merci, monsieur Tengiri. Bon, il a bien dit qu'ils veulent ils veulent en fait défier l'autorité de l'État, ce qui organise notre vivre ensemble. Mais c'est pour mettre quoi à la place? Je lui renvoie la question. Non, c'est pas un califat. Moi, je pense que moi, je ne sais pas. Mais si on veut, c'est notre modèle. C'est notre modèle de société qu'ils veulent. Ils s'attaquent, ils s'en prennent. Même, il a dit. Oui. Quand on s'en prend, d'abord au FDS, c'est le symbole de l'État. Oui. Et les autorités administratives dans certaines localités, la justice, la police. Mais après, c'est pour nous proposer quoi? Mais c'est pour vous imposer un autre. Le chaos. Mais non, le chaos, mais un autre État. Qui leur permettent effectivement de faire toute leur rapine. Non, mais qui leur permettent de pouvoir faire tout leur trafic. Moi, je pense que ce n'est pas un califat. Mais oui, qui leur permet de faire tout leur trafic. Pour moi, je pense à la question économique d'abord. D'accord. Mais vous savez, encore une fois, ne perdons pas de vue que si on parle de religion, toutes ont été attaquées. À Yirgou, ça a commencé par la tuerie du chef de village, qui est une autorité traditionnelle. Oui. Donc ça veut dire, moi je dis, ces terroristes-là, vous savez, moi je n'ai pas fait d'école de guerre, je n'ai jamais été militaire, mais j'imagine que dans les écoles de guerre, on doit apprendre aux gens où il faut tirer pour que ça fasse mal. Vous savez, c'est comme les journalistes. Un train qui arrive à l'heure ne nous intéresse pas. Un train qui arrive avec 1 minute de retard, c'est ça qui fait le scoop pour nous. Je dis les terroristes, ils ne sont pas si bêtes que ça. Ce sont des gens aussi, certainement, qui ont une mémoire et qui réfléchissent, et qui ont une intelligence qui réfléchissent. Ils cherchent là où ils vont attaquer pour que l'on parle. Moi, je dirais, aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas faire comme les Russes à un certain moment? Ça veut dire ne plus en parler. Vous savez, à un moment donné, les Russes, comme ils ont vaincu le terrorisme chez eux, c'est qu'on n'en parlait plus. Et on fait un blackout total sur tout ce qui se passait là-bas. Parce que les terroristes, ce qu'ils veulent, c'est la pub que l'on fait autour d'eux. Et ils savent qu'en tuant un prêtre, c'est tout le catholicisme. Eugène, oui? C'est vrai, je ne t'interromps pas. Mais vous savez comment Poutine a combattu les terroristes? Il les a envoyés à Dieu. C'était à Dieu de les pardonner. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, mais est-ce qu'on en parlait? Il faut les envoyer à Dieu. Est-ce qu'on en parlait? Ouais. Ça veut dire qu'il a fait un blackout. Mais il y a un travail à faire. Oui, il y a un travail à faire. Je dis... Avant de le faire, il faut être une puissance et que des médias internationaux ne viennent pas chez toi. Ici, la question, je peux dire, la première télévision qui a fait un reportage sur Dablo, ce n'est pas une chaîne nationale. Et puis, bon, personne, malheureusement, il y a des questions fondamentales qu'on ne s'est pas posées sur la question de ce qui s'est passé dans la libération des terroristes. On nous a dit que l'américaine, jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissez pas son nom. Vous ne connaissez pas son nom et vous n'en connaîtrez jamais son nom. On vous a dit qu'il y a 2 terroristes qui ont fui. On ne vient pas sur ça. Non, je vais dire, je voulais dire, ce que vous avez dit est tellement juste que nous, peut-être qu'on ne peut pas faire certaines actions, parce que nous, on ne se commande pas. Parce que ce que j'ai dit, autant les terroristes ne peuvent pas nous faire avaler des couleuvres, autant ceux qui nous parlent souvent ne peuvent pas nous faire avaler des couleuvres. Moi, je suis resté sceptique sur la question de la libération des otages. Merci, André. Parce qu'il y a des questions qui ont été non résolues. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit. Je dis tout simplement, quand on fait une cartographie du pays, on regarde les points sensibles, les points qui sont susceptibles d'être attaqués. On essaie d'organiser un minimum de sécurité. Et Consembo m'a dit qu'à quelques encablures de Dablo, il y avait bien une unité militaire qui était là-bas, mais qui n'est pas intervenue. Cher ami, Kaya est la première région militaire. On peut même dire qu'à Barsalgo, qui est à 20 km. Donc si on prend en compte tout ça, si on dit encore que nos forces de défense et de sécurité font preuve de laxisme ou ne sont pas efficaces, on va nous traiter... Le ministre a expliqué pourquoi ces unités n'ont pas intervenu. C'était pour éviter le pire. C'est ce qu'il a expliqué.
Mais tuer les terroristes, c'est pas le pire. Bon, voilà, donc, comme nous tous, ça veut dire que, bon, pour ne pas éviter le pire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos militaires ne sont pas capables de faire du discernement, ne sont pas capables d'intercepter, d'encercler une maison, d'exfiltrer des gens et faire moins de dégâts. C'est ce qu'il veut dire ou bien quoi? C'est ce qu'il veut dire. Ah là, je suis désolé. D'accord. Sur... Moi, je reviens sur la forêt de quoi? Voilà, sur de quoi peut-être. Elle était Non, je n'ai pas d'intérêt. Moi, je dirais l'hôpital, c'est important. La forêt, c'est important parce que, comme on le dit souvent, c'est le poumon vert. Ça peut être le poumon vert d'une ville, c'est important. La pharmacie de réserve. Voilà. Et voilà. Je dirais, il faut que toutes les étapes pour déclassifier une forêt là soient respectées, en concordance avec tous les acteurs impliqués. Effectivement, le gouvernement n'a pas intérêt à fermer ses oreilles et à ne pas écouter ceux qui sont contre ce projet. Il faut que le gouvernement donne des gages à ceux qui sont contre le projet en leur disant... On est à l'heure de la communication. Oui. Il faut bien dire qu'il n'y a personne qui est contre le projet. Les gens sont contre l'utilisation de ce site pour le projet. Donc il faut faire la nuance. C'est ce que j'ai voulu dire en fait. J'ai voulu dire, quand on dit qu'il ne faut pas que ça se fasse sur la forêt de quoi, il faut bien que le gouvernement puisse expliquer si nous voulons faire cette hôpital sur les 16 hectares là, voilà les mesures que nous allons prendre pour que le reste de la forêt, comme je dis, c'est 350 hectares, pour que le reste de la forêt là, effectivement, pour qu'il n'y ait pas une nuisance qui puisse... Je peux dire quelque chose? Très rapidement, on va prendre par rapport à ça, je pense que le Premier ministre gagnerait à instruire ses ministres, notamment le ministre Bassière, qui est de Bobo, et voir le ministre de la Santé, pour que cette affaire-là soit résolue au plus vite, et dans l'intérêt du Burkina, et dans l'intérêt de Bobo. Et il faut qu'on leur dise, écoutez, c'est vous qui avez levé le lièvre, c'est vous qui allez l'abattre pour nous. Dites-nous où on peut implanter cet hôpital-là pour le bien du Burkina sans qu'il n'y ait de chichi. Et le Premier ministre renvoie la balle aux gens de Bobo. Ils n'ont qu'à se réunir pour nous dire où vous voulez qu'on mette cet hôpital-là. Parce qu'il ne faudrait pas que, quoi que l'on puisse dire, cet hôpital ne soit pas construit par la faute des Burkinabés. Alors, mais si les Chinois disent que c'est dans la forêt qu'il faut construire. À ce moment-là, on ne peut pas accepter. À ce moment-là, on ne va pas accepter. D'accord, parce que là, ça peut poser quand même un problème. Alors, la question, c'est de dire, est-ce que, quand on parle d'investissement, de partenariat PPP, est-ce que la question souveraineté est remise en cause? Parce que là, on a vu aussi, il y avait l'usine des Turcs à Ouagadougou. Non, pour le coton, l'usine a été implantée à Ouagadougou parce qu'on a dit que les partenaires turcs ont décidé non, vous savez, moi je crois que... Le gouvernement a suivi, là également, on parle d'un hôpital, dit que les Chinois disent qu'il faut que ça soit dans la forêt. Non, vous savez, cette affaire-là, nous savons à un moment donné, c'est que Blaise a dit. Le Blaise a dit là, je pense que Blaise est parti avec son Blaise a dit. Il faut arrêter. Non, c'est-à-dire, non, pour l'usine de textile là, ça ce n'est pas sous Blaise Compaoré. Non, c'est une expression, il veut dire que le président a dit, le président a dit. Non, ça veut dire, quand les gens sont en panne d'idées, voilà, ils disent le président a dit. Ils disent non, c'est un tel qui a dit que. Mais je pense que le fait de dire que les Turcs ont dit, les Chinois ont dit, ça ne nous fait même pas honneur. Non, mais ce n'est pas les mêmes problèmes de nature, Parce que pour l'usine, là, c'est des investisseurs privés. Mais là, c'est la coopération publique, d'État à État. Même les investisseurs privés, vous savez, moi, je travaille dans le monde des ONG. Ce n'est pas les mêmes logiques. Non, j'ai travaillé dans le monde des ONG. Quand il avait le bureau de suivi des ONG, c'est Sankara qui l'a créé, il dit, vous venez pour nous aider, mais nous n'allons pas accepter que 100 ONG aillent se mettre dans un village, au risque de se piétiner les pieds, pendant que des villages n'en ont pas. Oui. Nous, on vous propose, si vraiment vous voulez nous aider, d'aller à un tel endroit, parce que les populations ont besoin de vous. Donc, c'est aussi le rôle de l'État de pouvoir réguler. Mais si les gens... Mais le drame, encore une fois, vous savez, aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher à tous les Burkinabés là, c'est que nous ne travaillons pas. Nous n'étudions pas les dossiers. Ce qui intéresse les gens, c'est les perdièmes. Burkina Prospective 25, tout est déjà dedans. Bon, écoutez... Bon. Alors, parce que la question, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas un chantage dans tout ça? Alors, les Chinois disent, c'est ici que nous, on veut installer. Si vous ne voulez pas, nous, on s'en va. Mais qu'ils que le gouvernement apparemment... On parle de 16 hectares. 16 hectares. Mais dans certains documents, on voit 30 hectares. D'accord. Bon, peut-être qu'on veut déclasser 30 et puis faire des deals sur les 16. Non, il y a peut-être... Non, ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Ça, c'est possible aussi.
D'accord. Ok. Donc on est visuellement au thème, il y a des appelants qu'on n'arrive pas à avoir. Donc on va dire merci à ceux qu'on a pu rappeler, ceux qui ont pris leur temps pour se signaler. Merci à vous tous donc d'avoir participé à cette émission-là. Merci au public, aux fidèles de Presse Éco qui nous suivent. Merci à vous aussi autour de ce plateau. Je rappelle que j'étais donc avec André Eugène Ilboudo. Il est homme des médias, il est le directeur de la radio des écoles. Merci André Eugène Ilboudo d'être passé. Et Parfait Silga, il est journaliste, analyste politique. Merci Parfait d'être venu. Et puis à côté juste Évariste Faustin Concebo, qui est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum, qui est le Forum alternatif des citoyens. Et puis, enfin, dernier invité, Mamadou Ali Kompaoré, journaliste à la RTB, télévision nationale. Il est ancien rédacteur en chef, ancien présentateur de journal. À vous tous, on dit merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.